Deuxième journée ici au Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Saint-Gobain. Nous allons justement aujourd'hui prendre en considération le patient. Et on a vu hier que ce qui était important, c'est effectivement l'entrée. Et une fois que le patient est admis dans l'établissement, il va être ici pour une période de rééducation et de réadaptation. C'est ce que vont nous expliquer nos deux invités du jour. Le premier, c'est Monsieur Pandini, qui est psychomotricien. Il va nous expliquer dans un instant ce qu'est un psychomotricien. Et nous avons donc Monsieur Tamino, qui est kinésithérapeute ici au Centre de rééducation de Saint-Gobain. Et on parlera avec lui justement du parcours que vont faire les personnes en rééducation pendant leur séjour. On commence par vous, Monsieur Pandini, puisque c'est vous qui avez justement le micro. Alors déjà, avant toute chose, qu'est-ce qu'un psychomotricien? Un psychomotricien, c'est un professionnel paramédical qui intervient sur prescription médicale, et donc qui est un professionnel à la fois de rééducation mais aussi de thérapie, donc au même titre que les autres professionnels de santé comme les kinésithérapeutes ou les orthophonistes ou les ergothérapeutes et j'en passe. Et le rôle du psychomotricien donc en centre de rééducation, c'est d'aider chaque patient à être à l'aise dans son corps, parce que les patients qui sont admis ici en centre de rééducation, donc ils viennent avec leur pathologie, et forcément les conséquences peuvent se voir dans la perception qu'ils ont de leur corps, parce qu'ils ont un corps qui au final change. Justement. Et justement, mon rôle, en tout cas, c'est de les accompagner au mieux dans la nouvelle acceptation de ce nouveau schéma corporel. C'est quoi les outils dont vous disposez justement pour leur permettre de se sentir mieux? Vous leur faites beaucoup du yoga, de médiation. De là? Beaucoup de médiation. D'accord. Donc principalement de la relaxation, comme j'en pratique beaucoup au quotidien, mais aussi d'autres médiations qui passent par le corps, justement, comme la conscience corporelle ou le développement de l'expressivité corporelle, comme par exemple travail de rythme, mise en situation, par exemple, autour de la danse, et aussi tout ce qui touche à l'équilibre et à la marche, parce qu'il y a aussi beaucoup de patients qui présentent des troubles de la marche, et je propose à ce moment-là des parcours moteurs principalement, pour justement gérer au mieux l'organisation du corps dans l'espace afin après de mieux trouver un équilibre physique. Et justement pour cette phase de méditation, vous avez une salle zen que vous avez aménagée ou Alors pour l'instant j'en ai pas, mais j'ai plusieurs petits blocs à ma disposition pour proposer des séances de méditation comme vous dites ou de relaxation. Et donc ça reste quand même des salles qui sont calmes, parce qu'il y a besoin de tranquillité pour une séance de relaxation type. D'accord, aujourd'hui ça évolue vite, hein. On a la luminothérapie, il y a la musicothérapie, il y a beaucoup de choses qui peuvent aider justement à la relaxation et aussi, pourquoi pas, aussi à l'hypnose. Hein. Pourquoi pas? Ça commence aujourd'hui à rentrer de plus en plus dans les circuits de rééducation et d'hospitalisation, l'hypnose. Pourquoi pas? Alors après, il faut une formation spécifique. Attention, hein, en psychomotricité, quand on sort de l'école, on n'est pas forcément formé à cette méditation particulière. Je tiens quand même à le préciser. Mais dans ce que vous dites, effectivement, il y a effectivement toutes ces médiations qu'on peut retrouver en psychomotricité, même si il faut quand même une formation spécifique. Bien sûr. Alors, hier, on a justement abordé ce point qui est très important, qui est l'acceptation de cette nouvelle vie et le fait qu'il faille faire le deuil de la vie passée pour accepter tout ce qui va arriver, et notamment de rentrer en rééducation, de se laisser aller en fait à cette nouvelle vie. Votre parcours à vous d'accompagnement, c'est aussi ça, c'est les aider en fait à faire le deuil de leur situation? Tout à fait. Tout à fait. Donc après... ça va être compliqué, non? C'est compliqué, ça se travaille sur du long terme. Hein.
Il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour que chaque patient puisse réussir à faire le deuil effectivement de leur corps passé. Surtout que bon, voilà, chaque personne ne réagit pas de la même façon. Non. Et ça existe des personnes qui ne feront jamais le deuil de leur situation? Oui, ça existe. Ça existe. Ici, en tout cas, je n'en ai pas eu, en tout cas, des retours Mais ça existe. à ce sujet, mais ça existe plus particulièrement dans d'autres institutions où j'ai quand même pu aussi travailler, notamment les EHPAD, où il y a parfois effectivement des personnes âgées qui Veulent pas accepter de se voir. Ne peuvent pas parce qu'elles ont eu certainement un parcours de vie très très actif avant leur admission dans une telle institution. Et ce n'est jamais simple. C'est clair. On va laisser la parole, si vous voulez bien, au kiné, parce que j'allais dire presque c'est la face visible de l'iceberg. C'est-à-dire que quand on pense en fait à rééducation, on dit ah ouais, tu vas à l'hôpital, tu vas en kiné et tu vas faire ta rééducation. Alors on voit hein, à travers la semaine que nous venons passer dans votre établissement qu'il y a plein de choses à côté. Il n'y a pas que le kiné, il y a les ergos, il y a le psychomotricien, etc. Mais vous avez un rôle essentiel dans la rééducation et surtout la réadaptation de vos patients. Comment ça se passe votre métier de kiné ? Alors déjà, j'aimerais vous dire par rapport effectivement à cette phase visible de l'iceberg, en centre de rééducation, c'est un petit peu différent parce qu'il y a vraiment cette notion de pluridisciplinarité où chaque soignant est essentiel. Donc je ne pense pas que le kinésithérapeute soit plus important qu'une autre corporation. Mais plus visible. Peut-être plus visible, encore que, oui, effectivement, peut-être par rapport au métier de psychomotricien, à travers le travail de la relaxation, des choses ainsi, peut-être que c'est moins visible. Mais par contre, je pense que chacun concourt à sa manière. C'est clair. À la rééducation. C'est clair. Moi, j'ai 2 casquettes, puisque je travaille le matin en libéral et l'après-midi en centre de rééducation. Et en fait, c'est en centre de rééducation que j'y trouve plus mon compte professionnellement parlant, parce qu'on peut plus travailler sur la globalité du patient. Voyez, ne serait-ce que par rapport à cette recherche d'autonomisation ou d'autonomie à travers tous les gestes, et aussi parce qu'en fait, il est pris du début à la fin, en particulier jusqu'à son retour à domicile. Ça, c'est des choses pour lesquelles je peux être frustré en libéral, voyez-vous ? Ouais, et l'avantage, c'est de fixer avec lui des objectifs et de voir en fait les objectifs arriver étape après étape. Voilà, en fait, bon, comme expliquait François, nous sommes des paramédicaux, donc nous travaillons par rapport à une prescription médicale. Dans la foulée, il y a donc des bilans. Chaque corporation ou chaque métier, chaque discipline va faire un bilan et on va établir un diagnostic. Et le diagnostic va nous permettre d'obtenir des objectifs, donc qui vont essayer effectivement de coller à la réalité, au quotidien du patient. C'est en ce sens que c'est très intéressant. Et en particulier dans un centre de rééducation, on a toutes les armes pour aller dans ce sens-là. Alors votre travail en fait ne s'arrête jamais parce que on sera jamais 100% autonome et même quand on va sortir du centre il y aura une continuité. La preuve c'est que vous êtes également libéral et on continue d'avoir le kiné pour s'entretenir, etc. Mais vous ici, quelle est la chose vraiment la plus importante qui vous apparaît la plus importante pour un patient qui rentre en rééducation? Alors pour moi, le plus important, ce serait le temps que j'ai avec le patient. Vous voyez, contrairement à cet aspect, je ne suis pas du tout en train de discriminer ou stigmatiser les libéraux, hein, c'est pas ça. Mais là, ce qui pour moi est un atout, c'est le temps que j'ai auprès de mon patient. Ce qui finalement me permet de faire des techniques. Par exemple, je vais me détacher des techniques plus globales. Par exemple, tout ce qui est tonification, musculation, ça va être la part maintenant des professeurs de sport. Et je vais pouvoir me consacrer à des choses, entre guillemets, plus fines, comme de la thérapie manuelle, de la mobilisation spécifique. En plus, ici, on a le bonheur d'être formé régulièrement à différentes techniques, dont on va plus pouvoir travailler en fasciathérapie, en posturologie. Voyez ? Donc pour moi, l'atout principal du kiné ici, aussi des autres disciplines, c'est le temps auprès du patient. C'est-à-dire qu'on va toucher davantage le patient. C'est quoi le danger, justement, pour un patient qui, en sortant du centre, on prendrait un petit peu à la légère sa rééducation? Vous avez raison, en ce sens que ça correspond, attention, entendons-nous, hein, on a affaire à des gens en souffrance, mais ça correspond un peu à un cocon. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils sont pris en charge pour tout. C'est pour ça qu'en fait, les soignants cherchent en permanence à les autonomiser, même pour des gestes aussi futiles soient-ils. Mais parfois, le soignant peut avoir tendance à materner un peu, par bienveillance et empathie.
mais il faut aller vers le sens de l'autonomisation. Et c'est un petit peu le souci. Effectivement, il y a des gens qui parfois ont du mal à quitter le centre de rééducation parce qu'après, il s'agit de se prendre davantage en main. Oui, alors là où je voulais vraiment arriver avec vous, c'est de parler des personnes qui deviendraient négligentes sur leur rééducation et au fur et à mesure des années, on vieillit, mais on vieillit mal parce que les articulations n'ont pas suivi, parce qu'on commence à avoir des déformations et puis à un moment on se rend compte que les pieds partent en équerre et ainsi de suite. C'est surtout de ça que je voulais qu'on parle, c'est l'importance de continuer sa rééducation même quand on sort du centre. Tout à fait. Mais ça, c'est un souci qu'on peut avoir partout, que j'ai en libéral, que nous avons ici, mais même dans la vie en général. C'est-à-dire que soit on se prend en main, soit on ne se prend pas en main. Et par exemple, moi, le métier de kiné, je le ressens plus comme un métier de guide. Vous voyez, c'est-à-dire que, par exemple, sur une souffrance lombalgique, je vais lui apprendre des exercices à refaire absolument à la maison, comme une discipline, comme un entraînement sportif. Un coach. Un coach. Et en fait, si vous voulez, dans la vie comme au centre de rééducation, il y a très très peu de gens qui s'entretiennent et qui se prennent en main. Alors, je vais vous parler d'un cas très particulier, c'est celui du paraplégique, parce qu'on en voit malheureusement de plus en plus aujourd'hui avec les accidents de la route, etc. Le paraplégique, à un moment, il va falloir qu'il réapprenne à monter les marches avec son fauteuil, les bordures. Il va falloir qu'il apprenne à monter son fauteuil dans la voiture parce qu'il va conduire, parce qu'il est passager. Est-ce que c'est vous qui lui apprenez justement ces gestes? Alors pas du tout. On peut le faire à l'occasion sur le travail des transferts, mais c'est surtout la part des professeurs APA qui en fait font toute cette partie-là. D'accord. Très bien, eh bien, écoutez, je vous remercie. On va se retrouver dans cette émission dans un instant avec deux autres invités. On aura donc Dylan qui est justement professeur d'éducation physique adaptée et nous aurons également donc Céline Langlois qui est ergothérapeute. A tout de suite. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire. Première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels. Un hub logistique international. Mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme. Voilà donc retour plateau avec nos deux autres invités. Nous avons donc derrière son masque Dylan Charmeux qui est professeur d'éducation physique adaptée. Il va nous expliquer dans un instant à quoi correspond son métier. Et puis il est accompagné de Céline. Céline, vous êtes ergothérapeute. On a vu hier justement une ergothérapeute qui nous a parlé de l'accueil du patient quand il arrive dans l'établissement. Vous allez nous parler d'une autre version de votre activité et plus sur effectivement la prise en charge du patient à travers votre métier. Alors, on va commencer avec vous, si vous le voulez bien, Dylan. On a vu avec votre collègue kinésithérapeute à un instant à quel point c'était important d'être pris en main physiquement. Expliquez-nous un petit peu votre fonction et comment ça se passe au quotidien, vos activités physiques. Alors moi du coup je suis enseignant en activité physique adaptée. Donc mon rôle c'est de, par le biais d'activités physiques et sportives, amener le patient à plus d'autonomie, plus de capacité physique, psychologique, sociale également. On a un versant assez large. Donc ça commence toujours par une évaluation des capacités initiales d'un patient, une planification ensuite de tout ce qu'on va faire avec lui en fonction des objectifs qu'on veut atteindre. On évolue au fil des séances sur ce qu'on veut aboutir pour valider nos objectifs et puis amener par la suite le patient aussi à, quand il sortira du centre, continuer de pratiquer par lui-même parce que là, ici, il est encadré et on est là pour voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et ce qu'il faut faire. Mais c'est un travail qui va être quasiment continu et qui ne s'arrêtera jamais, donc le patient doit être capable par la suite de lui continuer aussi de lui-même. Bien sûr. Alors, on a eu l'occasion d'aller visiter votre gymnase. C'est vrai qu'il y a tout. J'ai vu des tables de ping-pong, on peut faire également donc du basket, on peut même taper dans un sac de boxe. J'ai vu des parcours, on peut faire des parcours. Racontez-nous un petit peu quelles sont les disciplines que vous pouvez proposer à vos patients. Alors il y a énormément de choses. On a une grosse partie de notre travail qui se fait sur le renforcement musculaire et sur du réentraînement à l'effort, tout ce qui va être vélo, tapis de marche, etc.
Après, on a la partie de tout ce qui va être plus spécifique aux activités physiques sportives. Donc, comme vous l'avez dit, le ping-pong, un peu boxe, etc., des parcours moteurs, etc. Cardio? En partie aussi, ouais. Et puis, on a aussi le fait en prendre en compte qu'on a des prises en charge qui sont individuelles, mais qui aussi peuvent être collectives, avec notamment des groupes comme l'école judo ou les soins de suite nutritionnels. Et en même temps, je suppose, parce que vous parlez de groupe, vous pouvez également faire des matchs de basket ou des choses comme ça. Ah oui, tout à fait, ouais. À plusieurs. Exactement. Avec les personnes qui sont en centre, mais aussi, vous avez la chance d'avoir des anciens de l'établissement qui viennent jouer avec ceux qui sont actuellement hospitalisés. Exactement, ouais. Par le biais de ce qu'on appelle les soins externes. On a des patients qui, chaque semaine, peuvent revenir pour une séance, donc actuellement, c'est le jeudi, pour faire un peu de renforcement musculaire, un peu de réentraînement à l'effort, mais également aussi, comme vous l'avez mentionné, des matchs de basket le soir. Alors moi je trouve ça très intéressant parce que au-delà du sport, ça permet de créer une cohésion avec ceux qui en fait sont sortis du centre de rééducation, ceux qui y sont, et ça permet à ceux qui sont actuellement en hospitalisation d'avoir en fait un regard sur ce qui ce que les autres en fait ont fait avant eux, quoi, et de dire bah tiens, il est passé par la même situation que moi, aujourd'hui il est dehors, il revit, à la limite peut-être même il retravaille, il reprend sa voiture, et c'est un super message d'espoir, quoi. Ah oui, c'est sûr. Comme je vous l'avais dit un petit peu au début, on a certes un versant physique du fait du centre de rééducation qui est assez important, mais derrière il y a aussi du psychologique, et en l'occurrence là une part de social qui est également aussi assez importante. C'est clair. Alors, avant de laisser le micro à Céline, j'aimerais que vous nous expliquiez également si vous faites de la découverte de sport, parce qu'on se rend compte aujourd'hui à travers Handisport ou même la fédération de sport adapté qu'ils peinent un petit peu à trouver des membres, tout simplement parce que beaucoup de personnes en situation de handicap n'osent pas. C'est juste parce qu'ils n'ont jamais essayé le foot fauteuil, le ping-pong, etc. Donc du coup, ils ont du mal en fait à retrouver des adhérents. Est-ce que vous faites des séances d'initiation justement pour Handisport ou pour le sport adapté? Ah oui, alors ça arrive assez fréquemment. J'ai une de mes collègues par exemple qui est spécialisée dans le tir à l'arc, qui va avoir tendance à proposer quand elle le peut des séances individuelles d'initiation au tir à l'arc. Un autre de mes collègues également qui lui est beaucoup plus spécialisé sur justement le basket, mais aussi sur tout ce qui va être handi-bike, donc tout ce qui va être sortie extérieure, etc., sur des milieux plus ou moins stables. Et donc on essaye quand même de proposer, et puis surtout par la suite, proposer des choses qui vont peut-être donner des pistes pour les patients, pour se dire une fois que je sors, j'ai envie de faire ça. Et je peux continuer sans avoir besoin d'encadrement. Merci Dylan. Alors justement, on va passer... À vous Céline, ça fait aussi partie justement de votre fonction d'ergothérapeute d'aider justement les gens à reprendre confiance en eux à travers des gestes tout simples pour leur permettre en fait de mieux vivre en sortant, c'est ça? Oui, exactement. Alors du coup, c'est vrai que vous avez pu voir la première partie qui correspond à l'accueil de la personne dans l'établissement. Et par la suite, il y a toute une autre mise en place d'activités, donc une prise en charge de rééducation, un peu plus en salle de rééducation, en fait, où on va faire toute une partie d'évaluation des capacités de la personne, que ce soit les capacités physiques, cognitives, affectives. On va faire tout un point aussi avec la personne sur son environnement, ses préférences culturelles, tout son environnement familial, architectural, ses besoins. Et puis en fonction de tout ce qu'on va pouvoir voir avec cette personne-là, on va essayer d'établir ensemble des objectifs de prise en charge en fonction de vraiment son désir personnel. Et vous mettez en place une grille d'évaluation? Alors en fait, on fait plusieurs bilans en fonction de... C'est pas vraiment une... on ne peut pas parler de grille d'évaluation typique de l'ergothérapie. Chaque patient, chaque pathologie va engendrer une série de bilans, on va dire, en fonction de ce qu'on va pouvoir observer également. Et en fonction de ces résultats de bilan, on va pouvoir proposer derrière, faire le point avec la personne. On ne va pas proposer un objectif, on va faire le point avec la personne. Voilà, on a pu observer que vous aviez telle difficulté, vous avez tel besoin, je vous propose qu'on aille travailler sur telle chose, et puis en fonction de ça, on met en place des exercices. Quelles sont les problématiques que l'on rencontre le plus souvent ? La grosse problématique, ça va être l'autonomie de la personne dans les activités de vie quotidienne de base. Et puis après, on va revoir tout ce qui est professionnel, le retour à domicile. Mais c'est assez large, en fait. Tous les éléments, ça peut être aussi les éléments de loisirs. Enfin, voilà, c'est vraiment toutes les activités très, très larges. Ça aussi, vous
Enfin, vous les accompagnez dans les activités de loisirs, de redécouverte et de réadaptation d'une vie sociale, entre guillemets? Oui, bien sûr, autant que possible. Du coup, on va mettre en œuvre tout ce qui est dans nos moyens de centre de rééducation, mais ça peut être pas forcément directement lié à l'activité qui va être demandée, mais par l'intermédiaire d'une autre activité. Voilà, on va essayer de voir avec la personne comment on va pouvoir s'y prendre. Tout à l'heure, on avait votre collègue kinésithérapeute qui nous soulignait l'importance du travail justement interdisciplinaire. Comment ça se passe? Vous avez un collège une fois par semaine, ou est-ce que tous les dossiers sont vus? Comment vous pouvez justement travailler en équipe et pouvoir communiquer sur les avancées des uns et des autres? Alors la communication, elle se fait de plusieurs façons. Donc, on a un dossier de patient qui est informatisé, qui est commun à l'ensemble du centre de rééducation, de l'ensemble des professionnels. Donc on peut tous consulter, on écrit des transmissions régulièrement sur ce qui est fait, sur l'évolution de la personne, sur la problématique. Et donc tout le monde a accès à ce que chaque professionnel va pouvoir écrire. Donc voilà, on va pouvoir déjà avoir ces informations-là. Puis on se déplace, on va se rencontrer les uns les autres. Et il y a aussi des réunions de synthèse qui sont faites régulièrement avec l'ensemble de l'équipe pour essayer de justement faire le point sur l'évolution de la personne et puis savoir un petit peu comment on peut encore avancer avec l'équipe. Alors il y a un point que j'ai pas encore abordé, c'est celui du relationnel. Comment ça se passe justement si vous avez un problème avec un patient sur lequel en fait le relationnel est très compliqué parce que peut-être il a du mal à accepter sa situation, parce que c'est pas toujours facile de tous les efforts qu'on lui demande au quotidien. Vous avez justement des capacités, vous, à prendre les choses en main, ou vous passez à une collègue qui est plus dans le social? Comment on aide quelqu'un qui, en fait, a du mal à créer le lien avec les soignants? C'est quand même pas fréquent qu'il y ait du mal, qu'on ait des difficultés comme ça à créer du lien. En général, les gens sont quand même assez soulagés d'avoir affaire à des professionnels qui sont là pour s'occuper d'eux. Donc, c'est quand même pas très très fréquent. Après, c'est là tout l'enjeu de l'équipe, justement, le fait que si une personne, si ça peut arriver quand même que ça bloque avec une personne, à ce moment-là, on peut forcément vraiment passer le relais avec un collègue. Et puis surtout, avec les autres professionnels, essayer de voir un petit peu est-ce que la personne elle se comporte comme ça qu'avec nous, est-ce que c'est vraiment sur l'ensemble des professionnels, voilà, d'où vient la problématique. Après, on peut en référer au médecin, on peut en référer à notre encadrement. Voilà. Il y a rarement des problèmes qui restent non solutionnés. Tant mieux. Il vaut mieux que ça reste épisodique. Bien, donc en fait, on l'aura compris, la prise en charge du patient, c'est un travail collectif. C'est pas seulement le travail du sport, c'est pas que l'ergo, c'est pas que le kiné, c'est vraiment l'ensemble des professionnels de soins et paramédicaux, bien entendu, qui font que on va aider la personne à avancer. On l'aura compris, c'est sur un projet qui a été construit avec lui, pour lui. Et en fait, chacun est maître de son projet et on travaille, quand je dis on, c'est vous surtout, vous travaillez en fait au rythme du patient, en fonction de ses besoins, en fonction de ses attentes. Voilà. On ne peut pas faire autrement de toute façon. J'ai bien résumé ? Oui, c'est plutôt pas mal. Bon, écoutez, c'est super. Demain, je reviens. Je vais revenir, oui. On revient ici au Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Saint-Gobain demain. On abordera... Après, justement, la prise en charge du patient, on verra un petit peu comment on prépare sa sortie. Voilà. Je remercie, bien entendu, le Centre de rééducation de Saint-Gobain de nous avoir reçus ici aujourd'hui. Je remercie également nos partenaires que sont la région des Hauts-de-France et l'AGFIP Hauts-de-France. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et à demain. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels, un hub logistique international, mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.